Manuel Bompard. Bonjour. Alors attends, bah, que tu t'installes déjà, tiens, prends cette chaise. Ouais, ou dans l'autre sens, peu importe. Alors, voilà, alors on a un spectateur là qui nous dit qui préfère la formule suisse des votations et pour qui la 6ème République par référendum, ça passera jamais. Pourquoi? L'idée qu'il y a dans le programme aujourd'hui, c'est de faire un premier référendum sur le fait de dire, bon, est-ce que vous êtes d'accord ou pas pour qu'on convoque une assemblée constituante? Et ensuite, s'il y a effectivement un accord pour convoquer cette assemblée constituante, on élit et on tire au sort cette assemblée constituante. Elle travaille, ça peut durer un an et demi, 2 ans, le temps que, voilà, que les travaux s'accomplissent. Et puis à la fin de ce processus, il y a un projet de constitution et ce projet de constitution, il est soumis à nouveau à référendum et c'est ratifié ou pas ratifié. Donc normalement, s'il y a un accord pour élire Jean-Luc Mélenchon, il devrait y avoir un accord pour convoquer cette assemblée constituante. Et si le processus, si les gens ont bien travaillé, il n'y a pas de raison qu'ensuite la constitution de la 6ème République, elle ne rentre pas en vigueur. Et puis si elle ne rentre pas en vigueur, bah, ça veut dire qu'il faut retravailler, on retravaille et puis on resoumet un référendum. Ça n'empêche pas d'introduire dans cette constitution des modalités de référendum régulier, de référendum d'initiative citoyenne, etc. Qui permet de conjuguer, parce que c'est ça l'idée, conjuguer de la démocratie représentative et des formes de démocratie directe, d'intervention directe des citoyens. Voilà, moi je pense que c'est possible de le faire, en tout cas. Bah, tu vois, la personne dit est-ce que ça veut dire à minima une victoire législative? Alors je pense que moi je peux répondre, mais tu vas me corriger. Non, en fait. Non, puisqu'on passe par-dessus le Parlement avec le référendum. Ouais, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a 2 processus parallèles. Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République, il y a des élections législatives. Ces élections législatives, elles déterminent une majorité. Et en parallèle de ça, on met en place la constituante dont j'ai parlé. Et pendant que la constituante travaille, tout à l'heure j'ai parlé d'1 an et demi, 2 ans, pendant que la constituante travaille, de l'autre côté, ben, pour l'instant, il y a une Assemblée nationale, il y a des lois, il y a des mesures d'urgence face à la crise sociale, il y a des mesures d'urgence pour faire face à la crise climatique. En attendant l'arrivée, la mise en œuvre de cette constitution de la 6ème République, la 5e, elle continue à s'appliquer le temps qu'on la transforme. Et donc il y a 2 processus qui sont 2 processus parallèles. Mais le processus de la constituante et de la 6ème République ne dépend pas du résultat de la majorité aux élections législatives. Ce qui ne veut pas dire que pour autant on n'a pas intérêt à avoir une majorité aux élections législatives pour pouvoir appliquer notre programme sur les autres points. Ouais, totalement. Donc là, les gens, peut-être on peut expliquer qui tu es. Ouais, alors, sais pas si on se connaît. Je pense qu'il y en a une partie qui savent, une partie pas. Donc Manuel Bompard, je te laisse expliquer ton rôle au sein de la FI et voilà. Bonjour à tout le monde. Donc en fait, moi je suis le directeur de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Et donc directeur de campagne, s'il y a des questions, je pourrais expliquer en quoi ça consiste. Et par ailleurs, je suis député européen et je suis chef de la délégation, c'est comme ça que ça s'appelle, président de la délégation France Insoumise au Parlement européen. On est 5 eurodéputés élus en 2019. Et donc voilà, en plus du travail au Parlement européen, depuis 1 an et demi, je dirige la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Je connais, c'est le mec de Bref, presque, ouais, c'est ça, Ken Kojandi. Ah, on m'a dit déjà qu'il me ressemblait, mais non, c'est pas moi, désolé. Mais bon, je veux bien participer à Bref si on m'invite. Ah non, effectivement, rien à voir avec Jacques Bompard. Ouais, non, et c'est même pas mon cousin, ni mon père, ni mon grand-père, je tiens à le préciser, c'est important. Ça n'a rien à voir aussi avec Alexandre Bompard, le président de Carrefour, y compris franchement dans le programme, on aimerait bien lui en prendre un peu parce que les surprofits de la grande distribution, c'est quand même assez insupportable. Et ça n'a rien à voir non plus avec, pour certains qui sont peut-être un peu plus âgés, celui qui était le président du club de foot de Saint-Etienne, même si par ailleurs j'aime bien Saint-Etienne au foot, mais honnêtement c'était pas de ma famille, voilà, pour dire les choses précisément. Je connais rien au foot, voilà. Ouais, bah voilà, il y avait un président du club de Saint-Etienne qui s'appelait Bompard aussi. On m'a déjà demandé s'il était de ma famille, donc je réponds non, il n'est pas de ma famille. Voilà, mais surtout pas Jacques Bompard qui est un maire d'extrême droite du Vaucluse. Voilà, c'est rien à voir avec moi. Et du coup, on va pouvoir embrayer sur les questions européennes. Je crois qu'il y a une question sur l'administration là. Comment tu vois Jean-Luc diriger le pays avec la puissance de la haute administration qui, elle, le dirige? Oh là, tu vas nous parler de l'état profond, des choses comme ça là?
Attention, hein, il y a des questions que les modos repèrent. Bon, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette question, mais on a besoin d'une haute administration et ce qui est certain, c'est que c'est pas à elle de diriger, c'est au pouvoir politique de diriger. Mais après, une fois qu'on prend des décisions, qu'on met en place des textes de loi, moi personnellement, je préfère que ça soit la haute administration qui la mette en place plutôt que les cabinets de conseil privés de McKinsey et des autres cabinets de conseil qui font n'importe quoi à des prix exorbitants et qui ne payent pas leurs impôts en France. Après, est-ce qu'il faut réformer des choses dans la haute administration? Sans doute. Est-ce qu'il y aura besoin de remplacer certaines personnes? Sans doute, mais il y a aussi une partie de la haute administration qui ne peut pas forcément le dire parce qu'elle doit rester discrète, mais qui nous soutient, qui est engagée dans cette campagne, qui nous donne des conseils, qui nous passe des informations. Hier, il y avait un article dans Le Monde, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le voir, sur justement un collectif issu de personnes de la haute administration qui s'engagent et qui aident à la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Donc la haute administration, il y a tout dedans, hein. Il y a des gens qui peuvent être des alliés, il y a des gens qui peuvent être des adversaires, mais on a besoin d'une haute administration de qualité si on veut mettre en place nos politiques publiques. Et encore une fois, c'est mieux que les cabinets de conseil privés. Surtout ceux-là, quoi. Voilà. Surtout ceux-là. Parce que bon, après, moi je trouve pas ça choquant d'aller chercher des ressources intellectuelles ailleurs qui peuvent avoir un point de vue différent, mais pourquoi priver et à ce prix-là pour des rapports aussi pourris Bien sûr, s'il y a des compétences qu'on n'a pas en interne, on peut se poser la question de savoir s'il n'est pas légitime de les avoir ailleurs. D'ailleurs, d'abord on peut se poser la question de savoir pourquoi on les a pas en interne, mais si ça doit être le cas, pourquoi pas. Mais là on parle pas de ça, on parle de cabinets de conseil qui viennent proposer une réforme des APL, une réforme des retraites. Là regardez, il y a quasiment la moitié des gens qui n'ont pas reçu le matériel officiel de l'élection à la maison, et pourtant ça a été une mission d'un cabinet de conseil sur distribuer les professions de foi, les circulaires à la maison. C'est un gros flop. Donc franchement, on peut se passer d'eux, hein, sincèrement. Alors on regardait un article en même temps, c'est pour ça qu'on n'a pas pris tout de suite une nouvelle question. Faudrait aussi pouvoir révoquer en cas de boulette, pas que le président. Ouais, mais ça fait partie de ça. Du coup, ça va avec la constituante en fait. C'est ce qui découlera des discussions qui auront pris le temps d'analyser, de comparer. C'est des choix politiques à un moment qui seront faits au sein de la constituante et ensuite validés par référendum. Non, du coup, moi, je voulais revenir sur l'Union européenne parce que j'ai régulièrement des spectateurs qui viennent. Tu connais l'UPR? Ouais. Voilà, hein, qui viennent me faire chier, disons les choses, sur ouais mais l'article, machin truc, tu vois, totalement embrigadé comme ça. Quelle est ta réponse là-dessus? Alors ça dépend de quel article il parle. Moi ma réponse elle est simple. Notre proposition et notre stratégie vis-à-vis de l'Union européenne, elle est assez simple. Là il faut dire la vérité. Premièrement, il y a une partie de ce programme, le programme L'Avenir en commun. Hop, je le montre là pour qu'on le voit à la caméra. Clairement, il faut dire la vérité, il y a une partie des mesures et des propositions qui sont dans ce programme qui ne sont pas compatibles avec les règles et les traités qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne. Ceux qui disent pas ça, parce que beaucoup de gens, il y a des points communs entre ce programme et d'autres programmes, par exemple d'autres candidats à gauche, mais ils n'assument pas, par exemple, mais ils disent pas qu'il y a des contradictions avec les traités européens. Donc ça, c'est une vérité. Alors, la question qui doit être posée, c'est comment on fait en sorte pour que ce programme, si c'est celui qui a été choisi, il s'applique. Et la stratégie qu'on a mis en place et qu'on a préparée vis-à-vis de la construction européenne, vis-à-vis des traités européens, c'est de dire c'est ce programme qui doit s'appliquer. Donc comment on fait? S'il y a par exemple des directives qui sont votées au niveau européen et qui s'opposent à un certain nombre de points qui sont dans ce programme, on dit on n'appliquera pas ces directives. Si à l'inverse, il y a des traités de libre-échange qui sont proposés au niveau européen et c'est contradictoire avec ce programme, on dit pour que les traités de libre-échange rentrent en vigueur, les nouveaux traités au niveau européen, il faut l'unanimité des États membres. La France dira non, droit de veto, je ne l'applique pas. On utilise toutes les armes en fait du rapport de force qui permettent de faire en sorte que ça soit effectivement ce programme qui s'applique et pas des règles, des traités, des normes juridiques qui auraient été décidées ailleurs et qui seraient à l'inverse de la souveraineté populaire. Il faut quand même rappeler qu'on a un poids très important, c'est que la contribution de la France au budget de l'Union européenne, elle est supérieure à ce qu'on reçoit en termes d'aide européenne. On a à peu près 8 millions de plus que l'on donne par rapport à ce que l'on reçoit. Donc on ne dit pas qu'il faut l'enlever. Moi, ce qui est personnellement, en tant que on est un pays relativement riche quand même dans l'Union européenne, un des plus riches, donc en vrai moi ça me dérange pas tant que ça. Moi non plus, sur le principe ça me dérange pas, mais
à partir du moment où on le fait, ça peut pas être, on participe, on va dire, d'une forme de solidarité européenne pour qu'après l'Union européenne nous impose de mettre en place des politiques qui sont contraires aux politiques qui ont été choisies par les citoyens. Donc je dis pas qu'on va retirer ça, je dis qu'on peut utiliser cette contribution budgétaire excédentaire pour dire maintenant si tel et tel point des règles et des traités européens bougent pas, bah en attendant on va pas payer, parce qu'on va pas payer pour un truc qui après nous oblige à faire l'inverse de ce pourquoi on a été élu. Ça veut pas dire qu'on est contre le principe, bien évidemment, mais ça veut dire qu'on peut utiliser cette arme parmi d'autres comme une arme de rapport de force pour faire bouger les règles européennes. Bon après je sais pas à quel article tu faisais référence exactement. Je sais plus, c'est article 68 machin. Et tu vois, chez une blague, je suis surpris que Asselineau ait appelé à voter Mélenchon. Bah écoute, tant mieux hein. Je suis pas au courant. Moi non plus. Moi je suis pas au courant, mais si vous avez cette information, pourquoi pas, mais en tout cas j'ai pas cette info. Alors, Siaya, donc ma compagne, qui demande si Jadot prévoit pas de se désister pour Mélenchon comme il l'avait fait avec Hamon. Question un peu troll, mais pourquoi est-ce qu'il le fait pas? Il faudrait lui poser la question à lui, et manifestement là non, il va pas se désister, même si ces derniers jours il y a de plus en plus de soutien de personnes qui participaient de sa campagne ou qui initialement le soutenaient et qui sont en train d'appeler à voter Jean-Luc Mélenchon, parce que on voit bien, là il y a par exemple hier un texte de membres du pôle écologiste de Génération, là tout à l'heure il y a Cyril Dion qui est un réalisateur très engagé sur la question écologique aussi, qui appelle à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Faudrait lui poser la question, il y a plein de sujets, bon il peut y avoir des nuances, des points de divergence sur certains sujets, bon c'est une possibilité, j'ai parlé de l'Europe par exemple à cet instant. Malheureusement, je crois que dans la dernière ligne droite de la campagne, la difficulté elle est surtout que maintenant les gens ils sont engagés dans la campagne et ils sont préoccupés par une chose, c'est de savoir s'ils vont pouvoir rembourser leurs frais de campagne. Malheureusement, je crois qu'on en est là. Bon, et ça me semble pas honnêtement à la hauteur de l'urgence, et vous pouvez pas dans une campagne dire on a plus que 5 ans ou que quelques mois pour agir face à la crise climatique et accepter l'idée qu'on peut passer notre tour cette fois et attendre la prochaine élection présidentielle. Donc à la limite, bon, Jadot il fera bien ce qu'il veut, mais je crois que c'est à ses électrices et à ses électeurs, aux sympathisants, aux gens qui initialement étaient plutôt intéressés par sa candidature qu'il faut parler, en leur disant écoutez, on a une opportunité d'avoir un candidat au deuxième tour, c'est Mélenchon. Alors peut-être que vous avez des points de nuance avec lui, mais sur la question écologique, le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui est noté comme l'un ou le meilleur programme écologique par l'ensemble des associations, des ONG, etc. Donc je pense que si on est sincèrement écologiste, on n'a pas de difficulté à cette élection présidentielle à voter Mélenchon. De toute façon, clairement, là je vois Usul qui est là, je pense qu'il a des désaccords avec le programme. Moi j'ai des désaccords avec le programme, je l'ai déjà exprimé publiquement. Je pense que globalement, peut-être même toi-même tu as des désaccords avec le programme. Est-ce que quelqu'un est toujours d'accord avec lui à 100% hein? Ah non, ça n'existe pas, c'est un consensus quoi. Bah forcément, on regarde les 95 ou 90% qui nous regroupent, et puis bah, les 10% qui sont mis de côté. De toute façon, l'élection d'un président de la République, ça tranche pas toutes les questions. On vous demande pas, si vous décidez de voter pour Jean-Luc Mélenchon, de plus pouvoir protester, de plus pouvoir dire ah non sur tel point je suis pas d'accord, vous perdez pas votre liberté. Juste la question c'est est-ce qu'on utilise cette opportunité pour faire en sorte qu'il y ait un candidat de cette gauche de rupture sociale, écologique, démocratique, 6ème République, etc. qui puisse être au deuxième tour, ou est-ce qu'on préfère un deuxième tour Macron-Le Pen? Franchement, le deuxième tour Macron-Le Pen, on a déjà vu la dernière fois ce que ça donnait, bon, on n'en peut plus quoi. Je me souviens en 2017 Mélenchon qui avait dit vous allez cracher du sang, moi c'est bon là, j'en ai marre de cracher quoi. Bah, je crois qu'on en est tous là. Franchement, on a envie de la retraite à 65 ans, la nouvelle réforme du RSA, un mec qui fait rien sur l'écologie, qui parle, qui fait rien, la pratique autoritaire du pouvoir, la répression des mouvements sociaux. C'est bon, je crois qu'on a déjà donné, non? Donc là, on a une opportunité, on peut y arriver. Donc il reste quelques jours. Il faut savoir que pour l'instant, il y a encore 30, les sondages ils disent ça, 30% des gens qui n'ont pas fait leur choix. 30%, donc tout peut bouger dans des très grandes proportions. Donc ce qui... C'est dans une élection présidentielle assez inédit, ouais. Donc c'est pour ça que, bon, si vous êtes convaincu, si vous n'êtes pas encore convaincu, lisez les programmes, vous avez l'opportunité de l'être peut-être, et si vous l'êtes déjà, pour autant le travail n'est pas terminé, pensez à convaincre autour de vous, parce qu'il y a encore des gens qui hésitent, qui réfléchissent, et si on arrive à convaincre, y compris jusqu'à dimanche matin, au moment où les gens vont voter, on peut arriver à faire quelque chose de grand, et honnêtement, franchement, on ferait respirer tout le monde au deuxième tour, on aurait un vrai débat, pas un deuxième tour le même que la dernière fois. Non mais c'est ça, moi personnellement je pense que je suis plus à gauche que, enfin sur certains points je vais plus tirer vers l'anarchisme etc. Mais juste là moi j'en peux plus quoi. Moi j'ai besoin de respirer et puis tout le monde a besoin de respirer. Si on peut améliorer un peu le quotidien autour de nous etc. Mais même je vais vous dire, même si vous pensez que Mélenchon va pas assez loin, qu'il est trop modéré,
Bon, bah, franchement, il vaut mieux lutter avec Macron au pouvoir ou lutter avec Mélenchon au pouvoir. Vaut mieux pousser Macron ou vaut mieux pousser Mélenchon. Si vous pensez qu'il faut aller plus loin sur je sais pas quoi, le SMIC, la retraite, etc. Ok, mais c'est plus facile de pousser un mec qui est déjà à peu près d'accord avec vous qu'un mec qui est complètement opposé avec vous. Voilà, je pense qu'il n'y a que des bonnes raisons de voter Mélenchon. Ah non, mais moi je pense un jour on parlera du salaire universel. Mais pourquoi pas. Ça marche. Voilà. Bon ben voilà, merci à tout le monde. Merci beaucoup à toi. Bah, de rien, bon courage à tout le monde pour la dernière ligne droite. Et puis si vous n'êtes pas encore décidé, lisez les programmes, faites votre choix, mais allez voter dans tous les cas, c'est important. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Merci. Abonnez-vous et partagez.